Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Bonjour, mot à mot aujourd'hui avec Claude Sérillon. Bonjour Philippe. Claude Sérillon, journaliste, mais que je reçois aujourd'hui comme essayiste. Mot à mot, la règle est simple, le mot est une question. Il y a deux mots que je ne vais pas utiliser, qui sont les mots tu et copinage. On va les laisser de côté. On va parler de l'essai que vous signez aujourd'hui, qui a pour titre Dire du mal, chez Descartes et compagnie. Et le premier mot, c'est le mot inutile. Mais je vous lis. Parfois, cet épuisement fait baisser les bras, renoncer au désir comme au combat qui en vaudrait la peine, et se sentir inutile ici ou ailleurs, se demander à quoi ça sert. Mon premier mot est donc inutile. Il y a dans la carrière d'un homme dans mon genre, il y a des moments où effectivement le sentiment d'inutilité. On a d'abord le sentiment d'utilité, ou en tout cas on veut y croire. J'espère que dans le parcours que j'ai fait en tant que journaliste, j'ai pu être utile. Je crois que je l'ai été pour certaines choses. Je suis assez fier d'avoir fait le Téléthon. Je suis plutôt heureux d'avoir fait Géopolis. Je pense que j'ai été utile parce qu'il y a encore des gens qui me disent « grâce à vous, j'ai appris un pays ». Bon, voilà. Et puis, il y a ce sentiment d'utilité quelquefois de ne pas se dire « je ne suis pas à la place qu'il faut ». Voilà, je ne suis pas dans le rythme, je ne suis pas dans la machine. Et au fond, ça rejoint un peu un sentiment que j'ai pu avoir en ayant l'honneur d'être choisi par le président de la République pour être son conseiller. J'ai découvert un autre monde. Vous savez, c'est un peu comme dans La Rose pourpre du Caire où l'héroïne traverse l'écran. Hein, si moi je traversais la toile, là. Au fond, j'ai traversé l'écran, donc jugé traître très certainement par certains. J'ai appris, j'ai découvert un autre monde. Et il y a aussi, au bout d'un moment, on se dit, oui, mais je ne suis pas exactement de ce monde-là. Mais c'est peut-être d'ailleurs la nature profonde des journalistes, dès lors qu'ils sont un peu naturellement curieux, naturellement dans le désir d'aller voir ailleurs, ils sont décalés. Ils ne sont pas forcément dans le rythme ou dans la bonne musique. Le deuxième mot est occurrence. Il aurait dû venir plus tard, mais puisque vous suggérez ce mot-là. Et il y a une filiale à occurrence qui est apax. Et en langage philosophique, le apax, c'est l'occurrence unique. Et je vous lis, puisque c'est une occurrence unique dans votre essai, dont on parlera juste derrière, mais il y a cette phrase dans votre livre, « Dire du mal du président ». Toutes les épithètes les plus dégradantes y passent, y compris petit, mou, mal habillé, bedonnant, cucambré, cravate de travers, cheveux teints, du gouvernement et dire ministre, dire du mal, etc. etc. Donc cette occurrence que vous avez eue de traverser le miroir et de cet homme-là que vous citez une seule fois, et c'est presque la seule personne que vous citez dans cet essai, puisque tout le reste est consacré à... Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont dû se reconnaître, quand même, notamment parce que je pense que le livre est nettement plus... philosophique. Je dirais critique à l'égard du monde médiatique, à l'égard du monde politique. Mais oui, parce que je ne veux pas éviter, je ne veux pas cacher le fait que j'ai été conseiller du président de la République. Et en même temps, je pense que c'est une richesse, ça a été pour moi une manière de regarder au plus haut niveau la vie d'un pays, une démocratie, et de voir ce qui est important et ce qui l'est moins. Vous savez, au fond, quand on a commencé dans le journalisme, moi, il y a des gens qui me disaient « tout ne se vaut pas, toutes les informations ne se valent pas ». Il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres. Quand vous commencez un journal, vous devez commencer par l'information la plus importante. Ce n'est pas forcément la plus spectaculaire, pas forcément la plus chargée d'émotions, mais c'est celle qui, dans l'analyse que l'on a professionnellement, est la plus importante. Et donc, ces leçons-là, on les garde et on se dit, dans un moment donné, dans un lieu donné, pourquoi ce brouhaha de vulgarité, de grossièreté, de mots violents, alors qu'il y a tant de choses complexes, tant de choses plus importantes dans lesquelles on peut avoir le droit à l'esprit critique, ça va de soi, le droit à l'information, ça va de soi aussi, mais aussi le devoir d'être modeste, d'être prudent dans les mots qu'on utilise. Vous citez ce que
mots violents que j'ai pu trouver quelquefois sur l'actuel président, mais moi je me souviens qu'on a traité de voyou le président Sarkozy. Alors on peut être en désaccord avec sa politique, mais est-ce que voyou c'est une information? Est-ce que c'est pas juste pour vendre un peu plus son magazine? Vous savez, quand vous regardez les unes de l'Express, du Point, du Nouvel Observateur, je ne parle même pas de journaux qui sont des journaux partisans d'extrême droite, extrêmement violents. Il y a eu un acharnement et une surenchère de mots, une surenchère d'épithètes, d'adjectifs grossiers, vulgaires, injurieux, parce que c'était sur les affiches, sur les colonnes Maurice, partout. Et ça restait pendant une semaine. Et puis ça faisait rire, c'est-à-dire ces propos de comptoir, on peut comprendre, les propos de comptoir, une bière, 2 bières, 3 bières, et puis on commence à dire n'importe quoi sur n'importe qui. Mais que ça transparaisse dans le travail journalistique, moi, me choque. Il est bien loin le temps où l'on apprenait sobrement un résultat, des chiffres, des pourcentages et une légende simple. La droite gagne l'élection, la gauche la perd ou inversement. Désormais, le vocabulaire s'étoffe, se colore, prend du gras, vient des bas-fonds, des trivialités de vestiaire. La gifle est un minimum, la fessée est plus croustillante, la claque sonne mieux, la déculottée suscite l'éveil des sens, et puis viennent la débâcle et les exigences de démission immédiate. Les mots qui arrivaient et que vous avez suggérés, qui étaient l'idée du vocabulaire, et ce vocabulaire qui se transforme et qui accompagne à la fois la spectacularisation, toujours plus de spectacularisation, et la commercialisation de l'information. Et puis ce petit extrait pour reprendre pour répondre à un autre mot ou à une autre expression qui serait ligne éditoriale. Et là, vous parlez d'une rencontre avec un responsable des médias contemporains. Mais alors, quelle est votre ligne éditoriale? Je veux dire, quel est l'objectif? Ah oui, c'est simple, être les premiers. Les premiers? Oui, être les premiers à donner l'info. Ah, mais si cette info que vous donnez en premier est fausse, pas grave, on rectifie après. Et on peut écrire ce que vous ne faites pas, mais que ce que je fais moi, toute info, INFAUX. Ça, c'est moi qui le dis. Le mot suivant, Claude Sérillon, il y en a 2. Censure et brouhaha. Parce que je ne veux pas, en faisant ces quelques réflexions, c'est un petit livre sur le brouhaha général, le flux permanent d'informations, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire un chien errant comme la guerre israélo-palestinienne. Tout est envoyé dans la tuyauterie médiatique, dans la tuyauterie technologique que nous connaissons, qui est un vrai progrès, un immense progrès dans beaucoup de domaines, notamment je pense les domaines de la santé et autres. Ça a permis des connexions, des partages d'informations, donc c'est formidable. Mais en même temps, ce flux d'informations qu'il y a partout, qui est constant, qui est dans l'immédiateté, dans l'émotion tout le temps, qui démarre de SMS, de textos, de blogs, de réseaux sociaux, qui font une surenchère. Parce que pour exister dans ce brouhaha, il faut en rajouter. Alors la tentation, ça pourrait être effectivement de censurer et de dire « Ah non, mais on ferme. Oui, vous avez raison, ce sont des égouts, on les ferme. » Mais c'est très dangereux parce qu'effectivement, on les ferme et donc on réduit le droit à l'information. Mais moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que au moins la profession journalistique, qui n'est pas la profession de communicant d'ailleurs, se mette à réfléchir un peu, qu'est-ce que c'est qu'informer aujourd'hui, compte tenu de la multitude de moyens techniques pour le faire. Quels sont les mots qu'on utilise? Comment on vérifie une information? Finalement, quand vous recevez une information, vous êtes en droit de vous demander si ça a été fait par un service de presse ou si ça a été fait par des journalistes, puisque de toute façon, il y a des services de presse partout qui alimentent les journalistes. Et comme très souvent, ils sont assez paresseux, ils ne vont pas chercher plus loin. Et on retrouve les mêmes mots partout, donc la question du choix, alors qu'il y a multitude de chaînes, est une fausse question, puisque toutes les chaînes disent la même chose. Un mot qui va venir derrière et qui est un mot superbe, magnifique, en tout cas on l'entend à contrario de votre livre. Vous écrivez ceci.
S'esclaffer par avance d'un César possible, voire d'un succès populaire, dénoncer une promotion, s'escrimer avec tout l'arsenal du vocabulaire d'un agrégé onctueux et sûr de lui contre un long métrage qui amuse le peuple, qui remplit les salles, pondre des lignes et des signes pour abattre un réalisateur, un écrivain, et tenir pour vulgaire tout record de vente, se placer au-dessus ou ailleurs, ou encore se pencher avec condescendance sur un phénomène populaire qui porte au nu un roman, une comédie, une saga, une série télévisée, et participer ainsi de cette division entre Paris et la province, le quadrilatère des pensants et l'hexagone des soumis, entre ceux qui ont micros ouverts et ceux qui regardent muets ces affrontements de nantis. Le mot est démocratie. Et un mot s'est glissé dans votre propos, c'est le mot peuple. Et ce débat aussi actuel sur les intellectuels qui disent mais la classe politique est incapable d'écouter le peuple. Mais le mot démocratie. Comment ça vit une démocratie? Ça vit au jour le jour, par les événements qui lui sont relatés. Ça vit au jour le jour par une activité associative extraordinaire qui est en France. Parce que le paradoxe, c'est qu'on dit du mal, on râle contre tout. Mais la France est sans doute, si on fait le ratio, la proportion entre sa population et le nombre d'associations, sans doute le pays où il y a le plus d'associations. Les gens sont extrêmement généreux. Le partage de biens, le covoiturage, la mise en commun de produits, tout ça existe partout. Donc la démocratie, elle vit là. C'est-à-dire le lien social, le tissu social, la parole sociale qui se confronte, qui s'échange. On n'est pas, évidemment, pas d'accord. Mais en même temps, je pense que nous avons un vrai problème d'organisation démocratique. Car on est toujours pour les réformes, mais jamais pour se réformer. On est toujours pour dénoncer quelque chose, pour dire du mal de quelque chose, mais dès qu'on dit du mal de vous, il y a une colère, comme ça. C'est-à-dire cette espèce de basculement général fait que la démocratie boite tout le temps. Elle n'est pas apaisée, comme diraient certains hommes politiques, mais surtout, je pense qu'elle perd en efficacité. On voit bien que se pose la question de la représentativité en démocratie. Finalement, les citoyens sont très organisés, ils donnent leur avis. Mais les structures de représentation, c'est-à-dire les élections, le mode électoral, les différentes assemblées, les institutions de la France, tout fonctionne comme des poids morts, comme des lourdeurs pour prendre des décisions. Mais c'est peut-être l'apanage d'une vieille démocratie, mais moi je pense qu'il y a certainement à réfléchir là-dessus. Vous vous souvenez, en 68, c'était GB qui avait fait l'an 01. On arrête tout, on s'assoit, on réfléchit. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça. Avec Doyon. Mais j'aimerais bien que, face à ce flux médiatique, à cette espèce pardon, du néologisme, de râlerie générale, un certain nombre de gens tirent le frein à main et s'arrêtent. Ils disent, on va réfléchir un peu comment on s'organise pour mieux s'entendre, mieux s'échanger et mieux faire que ce pays vive. Mais vive en reconnaissant qu'il est un pays formidable, parce que je pense qu'on est un pays formidable. C'est ça qui est très étonnant, c'est pourquoi on dit du mal de tout et finalement on dit du mal de soi. Vous êtes poète? Non, je crois pas. Si. Ah bon? La rue en sens unique, la rue étroite, la rue sans lampadaire, la rue au nord sans soleil, et néanmoins la rue d'une nuit, de l'ivresse joyeuse, des baisers lourds, de l'effervescence avant de claquer la porte et de déshabiller vite, mal en vrac, l'autre, dont j'ai oublié le nom, le prénom aussi surtout, la rue des pleurs quand elle est partie, la rue belle comme un champ d'olivier, luisante au soleil du grand sud, la rue de mon adresse. Voilà, vous êtes poète? Ouais, j'aime bien, mais je vais revenir à la fiction. J'aime bien écrire des histoires, des fictions. Je trouve que l'imaginaire, c'est formidable. Revenons à dire du mal comme un penchant naturel. C'est l'un de vos aphorismes. Et le mot que j'utilise derrière, c'est le mot canard. Ah. Puisqu'on enregistre aujourd'hui, et c'est un mercredi. Alors moi, j'appelle le mercredi le jour de mélancolie, puisque quand on lit le canard et le canard enchaîné, puisque il est en italique dans votre texte, c'est le jour où on apprend la turpitude des grands de ce monde, les parachutes dorés, les
piques assassines entre politiques, et vous écrivez, vous, ceci. Et le canard s'amuse, il sort les confidences au risque d'être obligé plus tard, trop tard, de se taper sur le bec. Mais qu'est-ce qu'une claque sur un nez d'oiseau à proportion d'une détresse humaine? Nous sommes complices car nous achetons, nous lisons, nous rions, nous colportons autour de tables garnies toutes ces petites lignes de fiel délicieuses et spirituelles, vachardes et subtiles, simples jeux de mots, calembours sans importance, contrepèteries joyeuses et échos arrangés de sorte qu'elles forcent le sourire. C'est pas grave a priori, si. Canard. Moi, j'ai commencé dans le journalisme à Nantes, après Société, un journal local. Et il y avait un jeune maire dans la banlieue nantaise, une commune, qui s'est suicidé un jour. Parce que son nom était traîné dans la boue dans un magazine national. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, il y a eu d'autres histoires. La dernière, Jean Germain, le maire de Tours. Il y a eu Pierre Bérégovoy. Je suis assez fier d'avoir fait ce jour-là, alors que j'étais dans une situation confortable. Hein, je présentais le 20h. Voilà. J'avais fait un papier pour dire qu'on n'était pas innocent. Le système médiatique n'était pas innocent de ça. Ça peut tuer, ça peut détruire. Moi, il m'est arrivé de dire des bêtises. Un jour, j'ai rencontré fortuitement quelqu'un qui est venu vers moi et qui me dit « Vous me reconnaissez ?» Je dis non. Et il s'est mis à pleurer devant moi. Il m'a dit « Vous savez, vous m'avez fait beaucoup de mal. Un jour, dans un de vos journaux, vous avez cité mon nom dans une affaire. Et donc, j'étais coupable. C'était très grave pour moi. J'ai mis très longtemps avant de me remettre. Et c'était faux. Et après, il m'a donné des détails. Effectivement, c'était faux. On n'a pas de légitimité démocratique quand on est journaliste. On a juste un savoir-faire, une expérience, quelques connaissances, un peu de culture générale. Mais je pense que dans l'exercice justement d'une démocratie, pour reprendre le mot précédent, chacun doit avoir dans l'esprit qu'il faut faire attention, il faut faire gaffe. Donc ça suppose d'être prudent. On peut avoir l'esprit impertinent, critique, et je pense que je l'ai eu assez souvent, mais il n'empêche qu'il faut faire attention. Expression, mot suivant, le titre, dire du mal. Vous auriez pu dire médire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'expression dire du mal? Honnêtement, je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Mais parce que je pense que je suis lassé d'entendre dire du mal. Alors, je le dis comme ça. Mais parce que, c'est dans le livre, je fais un peu comme si je passais une journée, je sors de chez moi, je prends un taxi, je prends le train et tout. Tout le monde dit du mal de tout. Vous montez des trucs, ouais, il fait froid aujourd'hui, ah bah ouais, il n'y a plus de saison. C'est cette espèce d'enchaînement. Comme si on n'existait qu'en disant du mal. Médire, c'est presque trop joli. Oui, voilà, bon, très bien. D'ailleurs, médire, c'est mal dire, non? Vous êtes plus cultivé que moi, non? Pas du tout. C'est desmotsdeminuit.fr, c'est un magazine culturel sur la plateforme numérique de France Télévisions, mais pas du tout. La preuve, on vous reçoit. On arrête de déconner quand même. Clown blanc. Parce que vous dites ceci, le clown blanc fait de jolies phrases et énonce des évidences, des interrogations de bon sens que chacun des spectateurs autour de la piste serait capable de formuler. On se met à sa place. Le clown à paillettes et pâteaux, il est idiot mais brave, désespérant de naïveté, il parle trop fort et d'une voix de fossé. Il n'est pas nous. Clown blanc ou Auguste. Parce que j'évoque les clowns parce que je crois que dans le dire du mal actuel, une partie de cette manière d'être et de parler vient justement de la place qu'ont pris les humoristes. Mmh. J'étais très frappé, alors ça c'est mon expérience chez Michel Drucker, je suis quand même passé du canapé rouge à l'Élysée en peu de temps. Moi. C'était intéressant. Vous faisiez de la culture chez Michel Drucker. Oui. Eh bien, je voyais comment écrivaient Anne Roumanoff, Canteloup, Laurent Gérard. C'est très intéressant de voir comment ils font. Parce que ils lisent, là, ils font des revues de presse, ils sortent les mots, tout, c'est des clowns. Mais ensuite, et très peu de temps après, très souvent des expressions, des railleries, des choses pour faire rire que ces trois-là avaient trouvées, se retrouvaient dans la bouche des intervieweurs ou des présentateurs journalistes d'émissions politiques. C'est-à-dire que cette catégorie de langage, je dirais, était très perméable. Ça passait tout. Et donc chacun était un peu dans ce registre parce que comme ça permet de se distinguer. Finalement,
de tout temps, il y a eu des railleries, il y a eu des chroniqueurs qui étaient vachards. Il y a un dictionnaire de la méchanceté qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez amusant là-dessus. Et je pense que ça induit aussi le comportement et l'état d'esprit français aujourd'hui. C'est-à-dire on raille sur tout. Et je trouve qu'on ne mérite pas ça. Je trouve que ce pays est assez formidable et qu'on mérite beaucoup mieux. Alors, il y a le mot dire du mal, il y a cette aigreur permanente à bas bruit que l'on rencontre dans les couloirs du métro, que l'on rencontre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, etc., dans les halls d'immeubles, etc. Il y a un mot quand même que vous n'utilisez pas, c'est le mot colère, auquel on pourrait adjoindre le qualificatif légitime. Que serait une colère légitime à côté de ce mal qu'on dit ? Mais je crois que ce n'est pas du même domaine. C'est-à-dire que moi, je comprends très bien que des gens qui soient en situation d'être licenciés, qui soient en situation d'injustice totale, se mettent en colère. C'est-à-dire, on peut comprendre la révolte. On doit même la comprendre. Vous citez en fait une référence à Hessel, Stéphane Hessel. C'est un des deuxièmes. L'indignation, elle est. On pouvait toujours avoir des réserves sur ce qu'avait écrit Stéphane Hessel, parce que l'indignation, ça ne suffit pas. Il faut aussi quelquefois aller se bagarrer. Agir. Il faut aller pousser les portes. Il faut agir. Il faut faire une action. Le seul problème, c'est que maintenant, on a besoin de faire des actions très spectaculaires, sinon personne n'en parle. Trop spectaculaire ou trop violente. Ou trop violente, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que je pense que les haines, les colères sont souvent salutaires. C'est pas plus mal d'avoir un peu de haine de temps en temps. C'est pas plus mal d'avoir des sentiments forts. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le dire du mal que je dépeins. Le dire du mal, c'est une sorte d'état d'esprit général, d'obligation chaque jour de râler. Parce que sinon, on ne vous écoute pas. C'est vrai que si vous rencontrez des gens, comment ça va ? Très bien. Bon, ils passent à autre chose. Regardez le nombre de romans, je pense que vous lisez beaucoup de romans, le nombre de romans maintenant en France où l'auteur nécessairement a été violé, subi un inceste, a eu un cancer. Maintenant, tout le monde se raconte, se met en scène. Au fond, on devient dans cette société le héros de son propre écran. Comment ça va ? Très bien. J'aurais pu répondre pas plus mal. Pas plus mal. Ah, ça, c'était une dame dans le Berry qui me disait ça. Comment allez-vous, madame ? Pas plus mal, me disait-elle, puis elle continuait à trottiner. L'expression suivante, c'est du sérillon dans le texte. Ouais. C'est votre côté qui gratte. Dire, ne pas s'arrêter de dire que rien ne va, que tout va mal, que ça va péter, qu'il faut renverser la table, que l'Europe est coupable, que les Noirs font trop d'enfants, que les Arabes sont trop musulmans, que les Chinois sont trop nombreux, que les Gitans font trop de bruit, que les Juifs sont trop puissants, qu'il y a trop de chômeurs, trop de pauvres, que la France est trop ouverte. Cela ressemble à une grande marée sans digue, une vague continuelle, une inondation où nous tiendrions largement ouvertes les vannes tout en se lamentant du désastre. Et on imagine bien que vous êtes à l'inverse de tout ça. D'abord parce que je crois qu'il y a un manque de raison, de rigueur dans l'analyse de ce qui se passe. On voit bien, l'INSEE vient de publier des statistiques qui montrent que ce n'est pas du tout une invasion. Pas du tout. Il y a énormément de gens qui s'en vont, il y a peu d'installations fixes, ça bouge, tout. Et puis parce que finalement, ce monde ouvert, c'est une immense chance. Vous vous rendez compte ce qu'ont dû faire des centaines de milliers de Juifs, d'Italiens, de Polonais, pour venir s'installer en France à des moments cruciaux de leur histoire. Ils sont venus, et c'est par centaines de milliers qu'ils sont venus. Il y a des histoires qui le racontent. Et puis ça a été compliqué, et puis il a fallu qu'ils se fassent accepter. Et puis la France est enrichie de tout ça. Mais les États-Unis sont construits comme ça. L'Europe est en train de se construire d'une certaine manière, avec des pays préconstitués, mais qui vont bien être obligés petit à petit de se marier. D'ailleurs, les enfants de nos enfants de nos enfants, ils seront pratiquement de toutes les couleurs. Tout ça va se mélanger. Et c'est un formidable espoir. Moi, je suis très content de ça. Je me dis que les langues, le fait qu'on arrive à se faire comprendre un peu partout, que par le biais d'Internet, on puisse échanger avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, comparer ce qu'on fait, des expériences, une vie associative, des plantations dans une zone humide, des plantations dans une zone sèche et tout. C'est un monde qui permet un enrichissement incroyable. Donc,
Bon, alors c'est mes voyages, c'est mes lectures, c'est aussi mon éducation et l'envie que j'ai que ce monde-là soit un peu mieux une fois que je serai plus là. Et quoi est-ce que vous dites? Vous écrivez aussi qu'il y a une dysenterie dans les réseaux sociaux aussi, hein, Oui, par oui, ailleurs. oui, il y a une Vous vraie écrivez dysenterie. ceci que je prends sans autre forme de mots à vous proposer. La raison commerciale est plus forte que l'intelligence journalistique. Les experts en marketing surveillent les courbes de vente plus que les idées. Et puis, il y a un mot, et on arrive à la sortie de ce mot à mot, c'est le mot gentil. Ah, l'erreur d'être gentil, c'est-à-dire en vrac, agréable, aimable, brave, charmant, mignon, mignonne, délicat, et puis aussi sympathique. Vous êtes sympathique, Claude Séraillon. Je vous remercie. Vous Vous êtes- l'êtes aussi d'ailleurs. Hein. Merci aussi. C'est vrai, nous sommes des gens très sympathiques. Donc- Donc, votre équipe est sympathique Donc le mot d'ailleurs. suivant est con. Non, mais moi, Parce que gentil finalement, est con, quoi. moi j'aime bien les gens gentils. J'aime bien la gentillesse. Je trouve ça sympa. Vraiment, vraiment, c'est agréable quand quelqu'un vous dit une chose gentille. Regardez, on a été l'un comme l'autre en première ligne à la télé. Bon, les gens nous reconnaissent et tout. Les gens sont toujours très gentils. On leur a fait vivre quelque chose à un moment ou à un autre. Moi, je me sens une responsabilité vis-à-vis de ça. Et puis, au fond, moi, je suis un privilégié. J'ai l'âge que j'ai, je vis bien. Je suis très privilégié par plein de choses. J'ai vécu des expériences extraordinaires, quelquefois dures, quelquefois violentes. J'ai eu des hauts et des bas, tout ça. Mais justement, comme j'ai pas envie qu'on dise du mal, j'ai envie qu'on reconnaisse que la gentillesse, c'est une vraie qualité. C'est intéressant d'être gentil. Parce qu'être gentil, ça veut dire qu'on écoute, qu'on fait attention. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit l'autre, hein, comme dit un type que je connais dans une émission, dont on a fait un gimmick presque. J'ai un dernier mot pour conclure. Il n'est pas dans ce livre publié chez Descartes et compagnie, Dire du mal, Claude Séraillon. C'est le mot cravate. Oui. Ben, j'aime bien la cravate, moi. Vous avez rarement mis de la cravate, vous. Ça m'arrive. Mais j'aime bien la cravate, moi. Bon. J'aime bien la cravate d'abord parce que quand il fait froid, ça tient bien la gorge. Et puis non, mais moi je déteste pas la cravate. Je sais que c'est peut-être un peu décalé, mais je déteste pas. Je trouve que voilà, ça fait partie. C'est comme ceux qui aiment bien les belles chaussures, comme ça. Mais c'est une silhouette. Il faut faire attention à soi. Je pense aussi qu'il y a, mais j'ai appris ça sur le tard. Je pense que c'est un respect vis-à-vis de l'autre de faire attention à soi. Rire. Oui, bien sûr. Ouais, Allez-y. c'est comme ça que je termine le livre, d'ailleurs. Je préfère éclater de rire. Mais il paraît que j'ai un rire un peu sonore, donc je fais attention. Merci, Claude Séraillon. Merci, Philippe Lefebvre. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.